Président, je voudrais, m'adressant au banc du gouvernement, situer mon propos dans le prolongement de celui de l'un de mes collègues, tout à l'heure qui s'interrogeait sur le temps de latence que connaît la ratification d'un certain nombre de textes. Et du coup, la première question qui me brûle les lèvres est celle, non pas des raisons ou des causes, mais de l'opportunité de ratification de celui-ci, de ce traité-ci, exactement 63 ans après son adoption, parce que j'ai cru lire qu'il a été adopté en 1961. Et pourquoi c'est à la 63e année que vous nous demandez de le ratifier ou d'en autoriser la ratification, non pas à la 64e ou la 65e, puisque de toute façon, ça a pris plus d'un siècle, vous pouvez toujours continuer. Donc, la question est, quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui fonde l'opportunité? Mais ça ne remet absolument pas en cause la pertinence de ce qui y figure et même de la nécessité de le faire. Donc la question, j'insiste, c'est sur l'opportunité. La deuxième question revient donc au cœur même du sujet, à la protection. Monsieur le ministre, je me demande si au fond même, ce n'est pas qu'une ratification de convenance. C'est peut-être un début de réponse à la question que je vous pose. Parce qu'il y a déjà un accord qui existe. Et celui-là qui a été ratifié, c'est l'accord de Bangui, qui date, je crois, de 2015, et qui vise toujours la protection des artistes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos artistes ne sont pas protégés. La meilleure protection d'un artiste, c'est celle de sa rémunération, de la rémunération par les œuvres. Là, on parle de phonogrammes, c'est des supports de son. Et chacun d'entre nous ici connaît au moins un artiste très mal dans sa peau, alors que sa musique est justement dans les phonogrammes et fait tapage partout, dans les voitures, les bars, partout, les radios, les télés. On parle même de radio et télé. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait concrètement pour protéger les artistes? Moi, j'ai encore vivace dans ma mémoire. J'étais à l'époque à ce qu'on appelait l'école des souris à Saint-Mélima. J'étais au cours moyen 2 et un certain Mini Pam Pam était venu nous voir. Et je me rappelle encore de la pièce de monnaie que j'avais donnée, que mes parents m'avaient donnée pour que je la lui donne, et de la joie qui jusqu'à aujourd'hui m'habite, parce que cet artiste était venu nous donner de la joie. Et lorsque quelqu'un qui a été artiste est en charge des artistes, on est fondé de lui demander qu'est-ce qu'il fait véritablement pour les artistes. Parce que les sociétés de gestion collective, qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Qu'un Bendeka, dont la musique passe partout, on nous dit qu'il n'a gagné que 500 000 ou 600 000. On se pose quand même des questions. Donc, monsieur le ministre, faites-nous un peu le point, nous ici à la représentation nationale, sur la situation des sociétés de gestion collective. Dites-nous, monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait concrètement contre la piraterie? Moi, dans une autre vie, j'ai été choriste et j'ai été en studio. J'ai une petite idée de la difficulté qu'il y a à enregistrer un album, de la pénibilité qu'il y a à enregistrer un album. Et là, je ne parle que de ce qui est musical, ceux qui ont écrit des ouvrages ou que sais-je encore, toute autre production, ceux qui peignent ou quoi encore d'autre encore. C'est si difficile, si pénible, si prenant, si éreintant. Et de voir une œuvre que l'on a conçue, réalisée pendant des heures, des nuits entières, sans sommeil, vendue à la sauvette le long des rues, et que rien ne soit fait. Ça, on ne peut pas nous dire qu'on protège les artistes, même si on est en train d'autoriser la ratification des traités en la matière. Donc, monsieur le ministre, je voudrais vraiment vous écouter là-dessus. Et toute dernière question, ce n'est pas vraiment en rapport avec ceci, mais c'est quand même toujours la protection des artistes. Qu'est devenu l'ensemble national, monsieur le ministre? L'ensemble national. Dans ma jeunesse,
on parlait du théâtre national, de l'orchestre national. Ces gens, qu'est-ce qu'ils sont d'ailleurs devenus? Et qu'est-ce que ça devient? Et ma question au passé a tout son sens. La réglementation permet qu'après la mort d'un artiste, que ses ayants droit continuent à percevoir ses droits pendant au moins 50 ans. Je ne sais pas si la famille de Boilouting est protégée, si les œuvres de Boilouting sont protégées. Et toute dernière question, celle-là ne s'adresse pas à vous. Je ne sais même pas si c'est vraiment, il a l'obligation d'y répondre, mais je l'interpelle quand même, le ministre des Relations extérieures, parce que je crois qu'il y a une diplomatie qu'il faut engager là-dessus. C'est un rapport un peu avec la loi précédente, tout à l'heure, sur un autre traité de l'Empire, mais cette fois sur les marques. Vous devez sans doute savoir que la protection d'une marque aujourd'hui à l'OAPI, par exemple, c'est 400 000 francs pour une place de marque. Et je le dis, ça concerne beaucoup, on parle de start-up et d'autres entreprises, mais la marque, elle est très importante aujourd'hui dans le commerce international. Et quand il faut payer 400 000 francs pour protéger une place de marque, c'est quand même un peu cher. En tout cas, comparé à l'Afrique du Sud où c'est 100 000 francs environ, et la France où c'est 200 €, on se dit, mais pourquoi c'est si cher? Je sais que ça ne dépend pas que du Cameroun, parce que l'OAPI, c'est quand même 17 États. Donc, c'est pour ça que je vous interpelle, juste pour que vous sachiez qu'il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui sont préoccupés par cette question et qui attendent peut-être de l'État du Cameroun qu'une diplomatie soit engagée en la matière pour ramener des montants à des fourchettes un peu plus accessibles.